Bonjour à vous les intermètres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est la 17e vidéo du calendrier de l'Avent 2022, abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, lien qui s'affiche également actuellement sur votre écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des affirmations les plus importantes du récit du déluge. Cette affirmation est relativement simple, c'est celle des couples d'animaux. Il est clairement dit dans les 3 versions de l'histoire que les animaux sont en effet montés par couple dans l'arche. Bon, on a déjà parlé du fait que dire qu'il y avait à chaque fois un mâle et sa femelle, en plus de rabaisser la jante féminine à une simple possession du mâle ou à une simple denrée consommable pour son loisir personnel, c'était également mettre en lumière une parfaite méconnaissance des processus biologiques qui déterminent le sexe d'un individu, mais également des nombreuses stratégies dans le règne animal qui font qu'une espèce n'est pas aussi clairement sexable de manière binaire. Et si le Coran s'en tient pour sa part strictement à un couple de reproducteurs pour chaque espèce, la Torah et la Bible, qui est sa copie carbone, vont pour leur part parler d'un couple pour les animaux impurs et de 7 couples pour les animaux purs et les oiseaux. Bon, si on voit assez bien ce que c'est les oiseaux, par contre la distinction animal pur, animal impur, j'ai beaucoup cherché dans les clés de classification du vivant, j'ai strictement rien trouvé là-dessus. En plus, le texte n'apporte aucune précision à ce sujet. Est-ce que ça pourrait pas être un concept totalement farfelu, inventé, qui ne repose sur rien de matériel? Mais non, ça serait pas du tout le genre de la maison, voyons. Enfin bref, que ce soit un couple reproducteur ou 7 qui embarque dans le gros machin qui est censé flotter, mais qui, on l'a vu, ne va pas tarder à couler, est-ce que c'est suffisant pour maintenir une espèce en vie? Si l'on part sur le pire des cas possibles, à savoir celui des espèces impures qui ne viennent que par un seul couple, on se retrouve très rapidement avec un gros problème d'inceste et de consanguinité. Parce que s'il y a un seul couple, et qu'il donne naissance à un mâle, ce dernier n'aura d'autre choix que de se reproduire avec sa mère. Si le couple donne naissance à une femelle, elle n'aura d'autre choix que de se reproduire avec son père. Et ça c'est uniquement dans le cas où les espèces vivent assez longtemps pour que les enfants et les parents soient fertiles en même temps. Mais si l'on reprend l'exemple des cigales, qui ne vivent qu'un été sous forme adulte mais qui peuvent passer plusieurs dizaines d'années sous forme de larves, c'est clairement un cas qui n'est absolument pas possible. Une des autres solutions, c'est que le couple ait plusieurs enfants, et qu'il y ait parmi ceux-ci des mâles et des femelles. Là, ils peuvent se reproduire entre eux, mais ça implique encore un niveau de consanguinité très important, puisque ce sont des reproductions entre frères et sœurs. De toute façon, les textes religieux et l'inceste, c'est un peu une histoire d'amour. Si jamais l'on part sur un cas beaucoup moins dramatique, à savoir celui des oiseaux ou des espèces pures, quoi que ça veuille dire, qui viennent donc par 7 couples dans l'arche, là on est déjà dans une situation un peu plus confortable. Alors pour partir sur un cas qui soit le plus efficace possible, on va considérer qu'aucun des 14 animaux qui composent les 7 couples de l'espèce n'ont de lien de parenté. Bon par contre c'est vraiment dommage parce que 7 couples c'est pas un nombre pair, et encore moins une puissance de 2. Bon, c'est pas grave, je vais trahir le texte à la fois dans l'esprit et dans les faits, en ajoutant un 8e couple, histoire de voir combien de temps on peut pousser ça. La génération 0, donc celle embarquée de l'arche, va se reproduire, donnant la génération 1. On remarque que là, on a déjà 2 fois moins de possibilités. Lorsque la génération 1 sera en âge de se reproduire, il sera alors possible de faire s'accoupler un descendant du couple 1 avec un descendant du couple 2, et faire de même avec les descendants des autres couples pour éviter la consanguinité. À la génération 2, encore une fois, on a 2 fois moins de possibilités pour éviter la trop forte proximité génétique entre les individus. À la génération 3, là, on a carrément plus qu'une seule descendance possible, donc obligatoirement, on aura de l'inceste et donc de la consanguinité. On pourrait pousser un peu plus loin en imaginant que l'on s'amuse à chaque fois à permuter les individus pour créer de nouveaux couples reproducteurs et diminuer la proximité génétique. Vous pouvez vous amuser à le faire, mais vous allez rapidement voir que même si vous vous y prenez particulièrement bien, vous pourrez ajouter 1 ou 2 générations tout au plus avant d'avoir vos premiers problèmes de consanguinité. Mais donc concrètement, combien d'individus il faudrait pour garder une espèce à l'écart de l'écueil de la proximité génétique et des tares qui en découlent? Pour cela, il faut s'intéresser à une grandeur qui est la détermination de la population viable minimale. Et ça tombe bien parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Pour l'être humain, l'anthropologue John Moore publie une étude sur les voyages spatiaux impliquant de multiples générations qui vont se succéder dans le vaisseau. Pour un voyage de 2 siècles, la population minimale serait de 160 individus. Passé ces 2 siècles, les unions consanguines vont devenir inévitables.
Il faudrait donc plus de personnes pour pouvoir partir plus longtemps, ou revenir sur Terre après 200 ans afin d'avoir à nouveau du sang neuf. On voit donc clairement que l'histoire du déluge avec 8 Gugus, à savoir Noah et toute sa famille, c'est totalement improbable. Mais si l'on cherche maintenant un nombre minimal d'individus pour avoir beaucoup plus de temps que 2 siècles, et pas que pour les humains, il faudrait combien d'individus par espèce ? Eh bien, justement, ça va pas mal dépendre des espèces, mais la population viable minimale se situe typiquement entre 4200 et 7300 individus. C'est une variation du simple au double, je le conçois, mais ça reste monstrueusement grand comparé aux 14 individus pour les oiseaux et les animaux purs dont on nous parle. Mais du coup, qu'est-ce qu'il se passerait si le nombre d'individus était aussi faible que ce que l'on dit dans les textes religieux ? Quelles seraient concrètement les conséquences pour ces espèces ? Eh bien, parmi celles-ci, on peut citer le manque de diversité qui va grandement impacter la capacité d'une espèce à s'adapter à un nouvel environnement. C'est un fait que nous avions déjà vu lorsque j'avais parlé du phalène du bouleau dans la toute première vidéo de la chaîne. Ce papillon d'ordinaire blanc avec des taches noires a pour habitude de venir se reposer sur les troncs des bouleaux, qui sont des arbres ayant des troncs blancs avec des taches noires. Du coup, son apparence est un bon camouflage afin d'échapper aux prédateurs. Au sein de cette espèce, la variété la plus courante est donc appelée Typica. Mais il existe également 2 variantes, l'insularia qui est noire avec des taches blanches, et la carbonaria qui est intégralement noire. En temps normal, ces 2 variétés sont très rares, puisque leur taux de survie est quasiment nul vu l'inefficacité criante de leur camouflage. Mais lors de la phase d'industrialisation des sociétés modernes, qui brûlaient des tonnes de charbon venant noircir les troncs des arbres, ces 2 variétés, autrefois désavantagées, ont trouvé là un environnement où leurs chances de survie étaient bien meilleures, et elles ont donc pris le pas sur la variété Typica qui s'est alors retrouvée être la variété la moins nombreuse. Et lorsque le charbon a été délaissé pour d'autres sources d'énergie, les troncs ont petit à petit été lessivés par les pluies jusqu'à retrouver leur couleur d'origine, favorisant une nouvelle inversion de population, et la variété Typica est redevenue la forme dominante. Eh bien, sans cette variété génétique, tous les individus d'une espèce vont quasiment devenir des copies conformes. Ce qui implique qu'en cas de modification de l'environnement, l'espèce n'aura aucun moyen de s'adapter efficacement à ce changement et devra le subir de plein fouet. Mais ce n'est pas le seul problème lié à la consanguinité. Lorsque l'on perd justement de sa richesse génétique, on va se retrouver avec tout un tas d'autres problèmes, dont certains qui avaient déjà évoqué dans la vidéo abordant la problématique du guépard. Comme je l'avais dit dans cette vidéo qui lui était dédiée, ce véloce félin a frôlé l'extinction il y a environ 15 000 ans. Cette perte de diversité provoque ce que l'on appelle un goulot d'étranglement génétique. À cause justement du manque de diversité dans l'espèce, et à cause de la consanguinité qu'elle va logiquement entraîner, on observe actuellement que chez le guépard, le système immunitaire est très affaibli. Là où d'autres félins ne vont ressentir que quelques fièvres et autres désagréments face à des infections virales, les guépards vont pour leur part bien moins encaisser la situation et risquent d'avoir une très forte mortalité. Également, lors d'expériences de greffe de peau qui ont été effectuées entre différents guépards, les équipes de scientifiques ont remarqué que les greffes prenaient systématiquement. En temps normal, les exogreffes, c'est-à-dire lorsque l'on prend un organe sur un individu pour le greffer sur un autre, ça fait une transplantation qui va à coup sûr être rejetée. Car le corps du receveur va reconnaître les cellules du greffon comme étant un corps étranger, et le système immunitaire va alors l'attaquer pour essayer de le détruire. C'est pour cette raison que les personnes ayant reçu des greffes doivent suivre un traitement afin de diminuer l'agressivité de leur système immunitaire, mais ce dernier étant amoindri, elles ont beaucoup plus de facilité à tomber malades. Eh bien, chez le guépard, on n'observe absolument rien de ces rejets. Déjà parce que leur système immunitaire est totalement aux fraises, mais également parce que leurs cellules sont très proches génétiquement, et un guépard a quasiment la même signature à la surface de ses cellules que celle du voisin. Du coup, l'organe d'un guépard est parfaitement compatible dans le corps d'un autre de ses congénères. Bon, alors ça c'est un des problèmes liés à la consanguinité, mais il y en a bien d'autres parmi lesquels on peut citer que la conception est extrêmement difficile chez ces animaux, avec un taux de fausse couche qui est important, tandis que la mortalité infantile est extrêmement haute, tout ça étant bien sûr lié à des malformations diverses des organes pendant le développement et après. Bon, du coup comme on peut le voir, avoir une population qui devient extrêmement faible apporte tout un tas de problèmes génétiques, développementaux, immunitaires et même d'adaptabilité de l'espèce à l'environnement. Et si le récit du déluge est vrai, si la survie des espèces actuelles présentes sur Terre n'était due qu'à la prolifération d'un seul couple de reproducteurs pour la plupart d'entre elles, ou même de 7 couples pour les oiseaux et les animaux purs, on devrait à coup sûr retrouver cette immense problématique de consanguinité dans toutes les espèces. Eh bien, est-ce que c'est le cas ? Bien sûr que non.
Sinon on n'aurait pas inventé un terme pour désigner la consanguinité, ce serait la situation normale, et on ne s'en serait même pas aperçu. Du coup, c'est encore une fois de plus un échec critique pour le récit religieux du déluge, qui n'a, une fois n'est pas coutume, pas laissé la moindre trace de son passage dans les gènes des espèces actuelles. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on connaît très bien les problèmes que peuvent poser une forte consanguinité dans une espèce. On a le cas du guépard qui a été découvert il y a moins d'un siècle. Mais ce problème était connu bien avant, et c'est pour éviter les trop fortes consanguinités que des registres généalogiques sont constitués pour de nombreuses espèces élevées par les humains. Parce que garder les traits précis d'une espèce, ou d'une race, nécessite d'avoir un peu de consanguinité, mais avoir à l'inverse beaucoup trop de consanguinité implique des effets délétères importants, et c'est justement afin d'éviter cela que l'on tient de tels registres chez les chevaux, les chiens, les chats, enfin bref, la liste est longue. Mais même avant cette époque moderne, il était connu qu'une trop forte consanguinité impactait négativement les lignées. Et c'est justement à cause de la consanguinité que les familles des Habsbourg en Europe a connu de gros problèmes de santé. Parce qu'à force de se marier entre cousins-cousines, oncles-nièces ou autres parents proches dans l'arbre généalogique afin de garder la main sur des territoires et de conclure des alliances, on finit mécaniquement par avoir une pauvreté génétique importante dans la descendance. À cause de ça, on retrouve des déformations très courantes chez cette famille, comme son menton en avant très caractéristique, mais également tout un tas de problèmes de santé, de déficience mentale, de mort prématurée. Bref, la joie. Donc clairement, là encore, la biologie, l'histoire ainsi que les faits donnent une fois de plus tort à ce récit du déluge qui clame que les espèces ne sont que les descendants d'une poignée de couples emportés dans la boîte qu'est l'arche. Encore une fois, s'accrocher à ce point à ce récit alors que tout montre son impossibilité, voire son improbabilité, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Voilà, c'est donc la fin de ce 17e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir du calendrier de l'Avent 2022, abordant l'impossibilité du récit biblique du déluge. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.